Alors qu'il se met en route pour retrouver le professeur, il visite un entrepôt secret rempli d'objets insolites. Les sémiotiques rôdent. On parle de créatures, parfois surnommées les Inkis, sortes de monstres tapis dans les égouts qui aideraient les sémiotiques à traquer leur proie. La paranoïa monte, la tension aussi. Le narrateur finit par trouver un passage, sorte de rivière souterraine, qui mène à un ancien refuge du professeur. Mais celui-ci n'est plus là. Il a laissé un enregistrement. Dans ce message, le professeur lui explique que le compte à rebours est enclenché. Le cerveau du narrateur va lentement fusionner avec le monde qu'il s'est créé, le monde de la fin des temps. Lorsque cette fusion sera totale, il ne pourra plus revenir en arrière. S'il ne trouve pas le moyen d'inverser le processus, il sera plongé à jamais dans ce monde intérieur. De retour dans la ville intérieure, le lecteur sent un changement d'atmosphère. L'hiver approche. Le ciel est de plus en plus gris. Le froid mordant s'installe. Les habitants continuent leur routine, parfaitement ordonnée, insensibles aux variations climatiques. L'ombre du lecteur est au bord de l'agonie. Elle ne cesse de l'implorer de fuir, de sortir au plus vite. Le lecteur, en lisant encore et encore les rêves enfouis dans les crânes de licornes, commence à percevoir un récit plus cohérent. Des fragments s'assemblent, évoquant un autre monde, une ville tentaculaire sous la terre, des hommes qui manipulent l'information, une jeune femme en rose. Tout cela lui semble étrangement familier, comme si c'était sa propre vie. Saisi par ces indices, il comprend que la ville où il se trouve est la projection de son inconscient. Il tente de l'expliquer à la bibliothécaire, mais celle-ci, d'abord sceptique, finit par lui avouer qu'elle aussi a des réminiscences confuses, comme si sa propre existence n'était qu'un reflet créé par l'esprit du lecteur. Perturbé, il se demande alors si le mur, le gardien, les licornes ne sont pas de simples symboles. La douleur de la séparation avec l'ombre s'amplifie. Le lecteur ne veut pas abandonner la bibliothécaire, ni sacrifier son ombre. Il se rend compte qu'en restant dans cette ville, il court le risque de perdre ses sentiments, son identité. Mais partir signifierait la mort probable de son ombre, ou la mort de la bibliothécaire, qui ne peut peut-être pas exister hors de ce monde. Dans le Japon futuriste, la traque s'intensifie. Le narrateur tente de semer les sémiotiques en s'enfonçant dans les galeries d'égouts, là où quelques rivières souterraines coulent. Il doit franchir des couloirs obscurs, envahis de rats et d'odeurs pestilentielles. À tout instant, il craint de tomber nez à nez avec les Inkis, ces bêtes légendaires qui pullulent dans les recoins. La jeune femme en rose l'accompagne, tant bien que mal. Elle fait preuve d'un courage inattendu, même si elle avoue en riant qu'elle aurait préféré rester dans un bar à cocktails, plutôt que de crapahuter dans des souterrains. Leur relation se teinte d'un humour désespéré, comme s'ils voulaient conjurer la peur par des plaisanteries légères. Au cours de cette longue errance dans l'obscurité, le narrateur a des absences. Son esprit divague et il se retrouve parfois projeté dans la ville, au milieu du mur, aux côtés d'une femme qu'il identifie comme la bibliothécaire. Quand il revient à la réalité, il se demande s'il est encore éveillé ou s'il rêve debout. Tout se mélange et la frontière entre les deux mondes se brouille. Finalement, le narrateur parvient à retrouver le professeur dans un autre abri secret. L'homme est fébrile, affaibli, mais toujours aussi volubile. Il lui livre l'explication finale. Dans sa tentative de se protéger des sémiotiques, il a programmé le cerveau du narrateur pour générer un monde clos. Ce monde clos est la ville entourée de murs, où tous les souvenirs seraient enfermés sous forme de rêves dans des crânes de licornes. Le processus est désormais irréversible. Tôt ou tard, l'esprit du narrateur basculera totalement dans ce monde intérieur, ce qui équivaudra à sa mort dans le monde réel. Ou plus exactement, il ne sera plus qu'un corps vide ici, tandis que sa conscience se perdra à jamais dans la ville. Le professeur, en quelque sorte,
a scellé le destin du narrateur, malgré lui. Il reste cependant une échappatoire, explique-t-il. Un certain code, enfoui dans la mémoire du narrateur, pourrait peut-être déverrouiller l'engrenage. Mais le temps manque. Les sémiotiques sont sur leurs talons et le professeur lui-même se dit trop vieux et trop fatigué pour contrer les conséquences de son invention. Il suggère au narrateur de faire un choix crucial, soit accepter la disparition imminente de sa conscience dans la ville, soit tenter un dernier baroud pour effacer le programme. Dans la ville, le lecteur comprend que le temps presse également. Sa présence, celle de la bibliothécaire et celle de l'ombre, tout cela ne peut durer éternellement. L'ombre se meurt et le lecteur sait que s'il s'identifie trop à la ville, il va perdre tout souvenir, devenir l'un des pantins sans émotion qui arpentent dans ces rues. En secret, il prépare un plan. Il rassemble des vivres, des vêtements plus chauds et essaye de tracer un itinéraire dans la forêt. Il espère rejoindre un portail inconnu, une brèche dans le mur. Mais la bibliothécaire, quand il lui parle de partir, reste indécise. Elle craint l'inconnu. Elle a conscience d'être peut-être née dans cette ville, comme un élément du subconscient du lecteur, et se demande si elle peut survivre hors de ce monde. Le lecteur ne sait que faire. Il l'aime, d'une certaine façon, même si ce sentiment est nouveau et étrange. D'un autre côté, il ne peut la forcer à le suivre. L'ombre, elle, reste catégorique. La ville va te voler ton cœur, si tu y restes. Toi seul as la clé de ta liberté. Il te faut sortir. N'ayant plus d'autre recours, le lecteur se rend chez le gardien. Cet homme rude, dans une cabane austère, vit auprès d'une cheminée où crépitent quelques bûches. Le lecteur cherche à négocier la libération de son ombre. Le gardien, imperturbable, se moque de lui. Il prétend que personne ne peut s'en aller, que le monde au-delà du mur n'existe pas, qu'il n'y a qu'une mort certaine hors de la ville. Le lecteur propose de restituer son statut de lecteur de rêve, d'abandonner son rôle, en échange de la liberté pour son ombre. Mais le gardien refuse. Il explique, d'un ton presque fataliste, que la ville a ses règles et que ceux qui y entrent sont condamnés à y rester. « Tu ne trouveras que le néant au dehors », dit-il. Exaspéré, le lecteur sort, le cœur lourd. Sur le chemin, il croise à nouveau la bibliothécaire, inquiète. Elle a senti qu'il s'apprêtait à faire quelque chose de dangereux. Dans un élan spontané, elle lui prend la main. Quelque chose se passe en lui, comme un apaisement, une chaleur diffuse. Il se promet de ne pas laisser ce monde l'engloutir, ni elle avec. Dans le monde réel, le narrateur écoute la dernière proposition du professeur. Il existe un dispositif, un terminal qui pourrait, en principe, annuler ou désamorcer le programme implanté dans son cerveau. Pour cela, il faudrait se rendre dans les locaux du système, pirater leur base de données et enclencher une séquence précise. La tâche est quasiment impossible. Le système est ultra sécurisé. Les sémiotiques tractent le narrateur et il ne connaît même pas la procédure exacte. De plus, chaque minute qui passe accroît son immersion dans l'autre monde. Il est déjà en proie à des crises de somnolence, où il se retrouve directement dans la ville, comme si sa conscience s'y glissait malgré lui. La jeune femme en rose se dit prête à l'aider. Elle a quelques contacts au sein du système, des accès de niveau intermédiaire. Ensemble, ils échafaudent un plan d'infiltration. Mais ils savent que, même si tout se déroule au mieux, l'opération prendra du temps et le cerveau du narrateur pourrait déjà avoir franchi un point de non-retour. Au sein de la ville, l'ombre sent la fin approcher. À demi éteinte, elle tente un ultime dialogue avec le lecteur. Dans un murmure, elle lui rappelle que tout ceci n'est qu'un rêve, une bulle façonnée par l'esprit. Si tu ne pars pas, tu perdras la capacité d'aimer, de souffrir, de ressentir. Ton cœur appartiendra à la ville pour toujours. Le lecteur regarde autour de lui, les bâtiments silencieux, les rues désertes à la tombée de la nuit, les lampadaires qui diffusent une lueur pâle. Il pense à la bibliothécaire,
qui semble le seul être encore un peu vivant ici. Peut-il la convaincre de le suivre, ou doit-il renoncer à elle pour retrouver son existence passée? Il se souvient alors de fragments de souvenirs, des conversations inachevées, un vieil homme excentrique, une jeune femme à la tenue vive, un labyrinthe souterrain. Ces images se précisent, et il prend conscience qu'elles viennent du monde réel, qu'elles constituent son passé. Il réalise enfin qu'il a un choix crucial à faire, demeurer dans la quiétude morte de la ville, ou briser le mur et affronter l'inconnu, quitte à perdre cette ville pour toujours. Dans le monde futuriste, la nuit est tombée. Le narrateur et la jeune femme en rose, munis de faux badges, s'introduisent dans le complexe du système. Des gardes patrouillent. Le narrateur est angoissé. À tout moment, sa conscience peut basculer de l'autre côté. Ils empruntent des ascenseurs, franchissent des sas de sécurité en usant de stratagèmes. À l'intérieur, ils cherchent la salle de serveur où se trouve le fameux terminal. Ils finissent par y parvenir. Dans un silence pesant, ils lancent à cran la procédure indiquée par le professeur. Sur l'écran, des lignes de code défilent, cryptées. Le narrateur introduit un mot de passe, manipule des fonctions dont il ne comprend pas la portée exacte. Mais tandis qu'il opère, il ressent un vertige. Son esprit dérive à nouveau vers la ville. La jeune femme en rose tente de le maintenir éveillé. Elle lui parle, lui secoue l'épaule, crie son nom. C'est en vain. Il sombre, peu à peu, glisse dans le sommeil. Les alarmes commencent à retentir dans le bâtiment. Les sémiotiques approchent. Dans un dernier élan de volonté, le narrateur appuie sur la touche « Enter » et ferme les yeux. Le lecteur est maintenant devant le mur, dans la ville. Il tient la main de la bibliothécaire, son ombre blottie contre lui, à bout de force. Les trois se tiennent face à cette paroi, lisse et infranchissable. Le vent souffle, froid, chargé des derniers flocons de neige. Le gardien de la porte arrive, la lance au poing, prêt à les arrêter. Le lecteur n'a plus rien à perdre. Il se dresse, brandit son poing, exige qu'on le laisse partir. Le gardien ricane. « Il n'y a rien derrière le mur », répète-t-il. « Ce n'est que le néant, un désert qui engloutit tout. » « Alors je marcherai dans le néant », réplique le lecteur. « Je préfère mourir libre que rester enfermé sans souvenir. » Dans un dernier effort, l'ombre se dresse à ses côtés. Elle n'est plus qu'un spectre, mais elle soutient son alter ego. Soudain, un craquement résonne. Une faille se dessine dans le mur. Est-ce l'effet de la volonté du lecteur ou le contre-coup de la procédure lancée dans le monde réel? Toujours est-il qu'une brèche apparaît, juste assez large pour qu'un homme puisse s'y glisser. Le gardien se rue sur eux, brandissant sa lance. L'ombre fait rempart de son corps pour bloquer le coup. La lance transperce l'ombre, qui se dissipe comme une fumée sombre. Le lecteur crie. La bibliothécaire l'entraîne vers la faille. Il traverse. Le lecteur et la bibliothécaire se retrouvent de l'autre côté du mur, dans un espace vide, nocturne, sans étoiles, ni lumière, ni son. Un néant glacé. Ils avancent, malgré le sol incertain, malgré la peur qui grandit. L'ombre, elle, est restée derrière. Le lecteur se retourne une dernière fois, aperçoit la silhouette défaillante de son ombre, engloutie par la ville. Est-ce l'ultime sacrifice? L'ombre le savait. Si le lecteur veut récupérer sa mémoire, son cœur, il doit laisser derrière lui cette ville, qui n'était qu'un rêve. La bibliothécaire, tremblante, s'accroche à lui. Elle se demande si elle peut réellement survivre dans ce néant, puisqu'elle est née dans la ville. À ce moment, une lueur se fait, quelque part dans l'obscurité. Un ray de lumière, mince et tremblant, comme le couloir de la conscience qui s'ouvre. Le lecteur comprend que c'est peut-être le chemin qui le ramène au monde réel. Il serre la main de la bibliothécaire et avance, pas à pas, résolu à ne pas la lâcher. Dans le laboratoire du système, le narrateur est étendu sur le sol, inconscient. Les alarmes hurlent, des pas se précipitent. La jeune femme en rose tente de le réveiller. Il ne répond pas. Son pouls est faible, son regard vide.
À travers les couloirs, des hommes en armes affluent pour les arrêter. Soudain, l'ordinateur émet un signal sonore. La procédure arrive à son terme. Une suite de caractères s'affiche à l'écran, indiquant la réussite de l'opération. Le narrateur ouvre brusquement les yeux, comme tiré d'un cauchemar. Ses mains tremblent. Il n'est pas certain de ce qui vient de se passer, mais il sent qu'il est encore lui-même. Les sémiotiques, en uniforme, surgissent. La jeune femme en rose réussit à brandir un passe spécial, brandi au dernier moment, qui crée un doute dans leur esprit. Ils hésitent, ne sachant s'il faut tirer ou obéir à un ordre supérieur. Le narrateur en profite pour tituber jusqu'à la porte, entraînant la jeune femme avec lui. Dans la ville onirique, le lecteur avance dans le néant, tenant la bibliothécaire par la main. Il vacille, comme s'il marchait sur un sol invisible. Puis la bibliothécaire se met à s'effacer, doucement, ses contours devenant flous. Elle sourit, tristement, semblant déjà savoir que son destin est lié à la ville. Elle murmure « Tu dois aller seul, je ne suis qu'un fragment de ton imagination. » Le lecteur, en larmes, la serre contre lui, tente de la garder, mais elle disparaît, emportée dans une brume silencieuse. Tout ce qui reste est le souvenir de son regard et la chaleur de sa main. Abattu, le lecteur continue de marcher. Le néant s'effrite autour de lui, comme si le rêve se dissipait. Il a l'impression de mourir ou de naître à nouveau. Dans un ultime élan, il accepte la vérité. Ce monde était le sien, créé pour échapper à la menace extérieure, mais il refuse d'y rester enfermé. Dans le monde réel, le narrateur émerge de l'évanouissement. Les sémiotiques ne sont plus là, ou peut-être qu'il ne les voit pas. La jeune femme en rose l'appelle par son nom, l'aide à se relever. Ils réussissent à quitter le bâtiment du système par une issue de secours, au prix d'une course effrénée. Dehors, les rues de Tokyo sont humides, éclairées par des néons, le bruit de la ville revenant à ses oreilles comme un grondement familier. Le narrateur respire profondément. Il prend conscience qu'il a échappé de justesse à son assimilation totale dans le monde onirique. Pourtant, il perçoit une étrange mélancolie. Il a perdu quelque chose, ou plutôt quelqu'un, dans ce processus. Il ne sait pas exactement ce qu'est devenue la bibliothécaire de la ville. Était-ce un simple produit de son inconscient? Ou un être véritable, né de sa psyché, sacrifié lors de l'annulation du programme? En lui subsiste une sensation de perte, une tristesse profonde, comme s'il avait dû abandonner une partie de lui-même, ou une personne aimée. Au petit matin, le narrateur et la jeune femme en rose prennent un taxi, quittent le centre-ville pour disparaître dans l'anonymat des faubourgs. Ils ont échappé, au moins provisoirement, aux sémiotiques et au système. Peut-être que d'autres menaces finiront par réapparaître, mais pour l'instant, le narrateur savoure la clarté d'une nouvelle journée. Il repense à tout ce qu'il a vécu, les égouts, les monstres, les gardiens, les licornes, le professeur et son expérience folle. Il se sent vidé, mais paradoxalement plus libre, comme si quelque chose en lui s'était purifié. Sa conscience n'est plus divisée, plus scindée entre deux mondes. Il est redevenu lui-même, d'une certaine manière, même s'il ignore si c'est pour le meilleur ou pour le pire. Dans son fort intérieur, il garde la trace d'un paysage lointain, une ville ceinte de murs, immobile dans la neige, habitée de gens sans ombre. Au centre, une bibliothèque silencieuse, remplie de crânes de licorne, où patiente, dans une tristesse infinie, une femme au regard doux. Ce souvenir lui serre le cœur. Il ne peut s'empêcher de la pleurer, elle qui l'a accompagnée au-delà du mur, avant de s'évaporer. Le taxi file sur l'autoroute. La jeune femme en rose le regarde, compatissante, mais sans poser de questions. Elle semble comprendre que ce deuil est incommunicable. Peut-être qu'elle aussi ressent le poids de l'aventure, de la perte et de la liberté nouvelle. Le professeur, quant à lui, reste introuvable. Sans doute continue-t-il, dans l'ombre, ses recherches insensées sur la manipulation des données et de la conscience.
Le narrateur ferme les yeux pour essayer de trouver un peu de répit dans ce tumulte intérieur. Au fond de lui, il sait que rien ne sera plus comme avant. Il conserve néanmoins la certitude d'une chose. Il a repris possession de son propre cœur. Et si la ville demeure dans un recoin de sa mémoire, c'est désormais un souvenir, pas une prison. En conclusion, cette fin des temps est donc double, la fin du temps de l'esprit divisé du narrateur et la fin du monde clos qu'il avait façonné. Elle marque aussi la fin d'un cycle, celui de la confrontation entre le rêve et la réalité. Murakami, dans ce roman, juxtapose deux récits, celui d'une intrigue de science-fiction et celui d'une fable onirique. Ces deux récits, par un jeu subtil, finissent par n'en former qu'un seul, où le héros doit apprendre à concilier son désir d'évasion et la nécessité de vivre dans le réel. La bibliothécaire, incarnation de la part sensible du narrateur, disparaît dans la brèche du mur, mais laisse une empreinte indélébile, la compréhension de soi, la reconnexion avec les émotions. De même, l'ombre, symbole de l'âme ou de la mémoire, se sacrifie pour permettre au héros de s'éveiller. C'est un geste tragique, mais qui ouvre la voie à la liberté, ou tout du moins à la possibilité de la liberté. Au terme de ce voyage initiatique, le narrateur ne peut plus être le même. Il découvre l'ambiguïté de la solitude. S'il est libéré du monde factice, il doit porter le poids de cette perte. Dans l'ultime regard qu'il jette vers le passé, il comprend peut-être qu'il n'existe pas de bonheur parfait, ni de solution définitive. Il n'y a que la route devant soi, la conscience de la fragilité de la vie et l'écho des rêves abandonnés. L'harmonie rompue et retrouvée, Murakami conclut « La fin des temps », dans une tonalité à la fois sombre et mélancolique, mais aussi pleine de cet espoir fugace qui caractérise son univers. Le narrateur s'en est sorti, il est vivant. Pourtant, il sait que quelque part, dans un repli de son inconscient, un monde s'est effondré. Les licornes et leurs crânes hantent ses souvenirs, témoins silencieux de la puissance de l'imaginaire et du désir humain de se protéger du réel. Le roman se referme sur l'idée que toute fin porte en elle un nouveau commencement. Les deux mondes, celui de la Wonderland futuriste et celui de la ville onirique, ont été unis par la conscience du narrateur. Désormais, il porte la cicatrice de cette union comme un secret ineffable. Sa vision de la réalité ne sera plus jamais la même. La frontière entre le rêve et la vie courante demeure poreuse et la séparation illusoire. Dans cet équilibre ténu, le narrateur reprend le fil de son existence avec un sentiment de gravité nouvelle. La jeune femme en rose, peut-être, restera un temps à ses côtés, jusqu'à ce que leurs chemins se séparent. Les sémiotiques, le système et le professeur continueront à conspirer et à tourner en arrière-plan, car le monde ne s'arrête pas de fonctionner pour une prise de conscience individuelle. Pour le lecteur, la fin des temps est une invitation à explorer les profondeurs de l'âme, à s'interroger sur la nature de la réalité et la valeur de la mémoire. C'est aussi un avertissement. Lorsque l'on fuit trop loin dans le rêve, on risque de perdre le sens de soi. Mais s'enfermer dans la rationalité pure signifie aussi s'amputer de la magie intérieure qui donne couleur et rythme à l'existence. Ainsi, le narrateur, sauvé mais endeuillé, apprend la leçon centrale. L'équilibre exige de savoir franchir et refermer les portes du rêve. Garder vivant ce qui compte, l'amour, la mémoire, la part secrète d'émerveillement, tout en acceptant la gravité, la douleur et la matérialité du monde. C'est sans doute ce qui fait toute la singularité de cette fin des temps. Ni totalement un happy end, ni une tragédie absolue, mais le portrait nuancé d'un héros devenu conscient de ses paradoxes et qui doit, en fin de compte, poursuivre sa route.